Merci d'avoir choisi l'émission Coach dans l'âme, dont le thème porte sur l'intelligence émotionnelle et la résilience. Je suis Nadine Beaupré et j'ai le plaisir d'accueillir Michèle Audette, qui est femme de mérite du prix Inspiration 2018 et commissaire à l'enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées. Merci, Michèle, d'avoir accepté mon invitation. Ah, merci à vous, Nadine. Aujourd'hui, on va parler de résilience et puis j'aimerais ça que tu puisses nous partager ton histoire. Comment est-ce que tu as vécu cette résilience-là dans ta vie? Bien, elle n'est pas arrivée à la naissance, là, mais elle coulait déjà dans l'ADN, je dirais, de bien des femmes du côté de ma mère. Et c'est ce qu'elle m'a donné, je pense, comme première valeur là, à ma naissance. Je suis arrivée, d'après moi, dans l'amour. Hein. Mon père et ma mère sont tombés en amour. Ma mère est Inou. Mon père, c'est un Québécois. Puis je suis fière de dire que c'est le plus beau Québécois. Et toutes les deux, des belles personnes, mais touchées par une loi sur les Indiens. Alors, j'arrive au monde en plein milieu du Québec, loin de tout le monde, loin des hôpitaux, quasiment dans un train, qui fait qu'on nous amène d'urgence au Labrador. Pour ma mère, sa version est cute. Cet enfant-là va déranger plus tard, parce qu'elle a déjà dérangé à sa naissance. Puis pour mon père, bien, c'est une fierté d'avoir une petite fille. Mais j'arrive dans un milieu où on est magané, on est poqué. Il y a beaucoup de consommation, de gens qui sont toxicomanes, de l'alcoolisme, de la violence, puis perte d'identité, puis perte de culture, puis il y a un mal de vivre. J'ai grandi là-dedans. Ma grand-mère m'aide, elle. Puis ma mère aussi et mon père à leur façon. Mais c'est beaucoup plus tard que je réalise pourquoi on était dans ce mode de souffrance-là. Fait que ça a commencé comme ça, je dirais, mes premiers instants jusqu'à aujourd'hui. Puis de quelle façon, justement, tu as pu surmonter ces défis-là qui étaient présents? Comment j'ai pu? Bien, il a fallu que je tombe. Il a fallu que j'aille profond. Plusieurs fois, j'ai fui la dépression ou j'ai fui la discrimination ou la violence ou l'agression. Je vais avoir toujours prétendu que je suis une superwoman, super forte, je suis capable. Puis, c'est en tombant dans la trentaine. Puis c'était dans la trentaine que je réalisais qu'à 13 ans, à 16 ans, 18 ans, puis plus tard jusqu'à 33 ans, que si je ne faisais pas ce qu'il fallait que je fasse à 33 ans, d'accepter tout ce cheminement-là, ce passé-là, ces traumatismes-là, puis de dire, je prends le contrôle de ma vie. C'est vraiment là, moi, je pense que c'est arrivé, où il y a eu des amendes honorables, il y a eu un exercice interne, un ménage interne qui fait que j'ai accueilli cette résilience-là. OK. Et qu'est-ce qui te permet de rester authentique et puis vraiment aligné sur tes valeurs? Ce qui me permet de rester moi-même. Hein? Quand j'étais jeune, je voulais être chirurgienne. Je voulais être policière. Il y a des choses que je voulais faire quand j'étais jeune, mais j'ai vite réalisé que je n'avais pas une capacité intellectuelle comme mon ami, mon collègue Stanley Volant. Pour lui, étudier, c'était facile. Moi, non. Mais j'avais une capacité émotionnelle, créative, débrouillarde, des choses que bien des gens n'avaient pas. Alors, j'ai comme accepté dans la trentaine que j'ai certaines réalités, puis il ne faut plus que j'aie peur d'être moi-même. Puis il ne faut pas que j'aie peur non plus, si on me pose la question, de rester simple, de rester soi-même, puis de rester humaine. Fait que je ne sais pas si ça répond, mais c'est ça qui vient en moi. Puis quelle est ta valeur comme primordiale, celle là, qui guide beaucoup tes actions? L'amour. L'amour, le pardon, l'amour. Ça me guide, sinon j'aurais pu être guidée par la rancune, la vengeance,
être mesquin puis être négative, là, mesquine. Puis non, c'est l'amour. Puis c'est sûr que le respect, il est là du début jusqu'à la fin. Hein. Ça ne veut pas dire que je suis toujours respectueuse, c'est pas ça, là. Mais c'est ce qui me nourrit. Quand je me lève le matin, là, à cause que j'ai de l'amour pour la vie, là, première chose que je dis, marabout ou heureuse, maganée ou en forme, je dis merci la vie. Ouais. Donc, tu as beaucoup de gratitude. Énormément. Puis, dans les émotions fortes que tu as eues à vivre, là, Ouais. dans ce que tu nous as donné comme contexte, qu'est-ce qui t'a permis justement de passer outre ces émotions très fortes là, qui peuvent être de la culpabilité, de la honte, de la peur, même de la rage à certains moments? Qu'est-ce qui t'a permis, outre l'amour, bien sûr, Ouais. qui a sûrement aidé, mais quels seraient tes trucs pour des personnes qui vivent avec des émotions comme ça en ce moment? Le dire. Le dire. Je ne le disais pas jusqu'à 33 ans. Et à partir de cette période-là, et surtout depuis 2013, là, on est en 2018, c'est de dire les choses. Puis il n'y a pas une bonne façon de les dire. On peut les dire tout croche, mais il faut les dire. On peut super bien les dire, mais il faut les dire. Puis ça, j'ai appris à le faire, puis j'encourage les gens à le faire. De ne pas avoir peur de s'entourer. Quand les gens nous offrent de l'aide, moi, je suis capable, j'ai été longtemps capable de donner, mais pas de recevoir. Là, j'apprends à recevoir, puis à accepter qu'on me donne de l'aide, du soutien. Puis ça change une vie. Donc, l'équilibre entre donner, recevoir, Oui. ça, de permettre ce flux-là de... C'est important. C'est ce que je dirais aux gens, oui. OK. Oui. Puis quoi d'autre que tu aimerais ajouter en lien avec justement, je vis un moment qui est difficile, puis là, j'écoute l'émission en ce moment, puis je me dis, bon, oui, c'est bien beau, puis tout ça, mais moi, j'ai personne, je peux m'appuyer sur personne, ou la personne se sent plus comme dans un état de victime, puis elle a des défis à surmonter par rapport à ça, donc elle ne voit pas qu'elle pourrait s'en sortir. Ça me rappelle moi-même dans cette période-là où on les voit pas, ça je le comprends, je les voyais pas. Et puis à un moment donné, on réalise, je vais parler pour ma part et j'encourage cette personne-là, si elle nous écoute, un sourire des fois de la personne qui nous accueille dans l'autobus ou à la caisse ou à l'épicerie ou tout simplement en traversant une rue ou une collègue de travail, le petit sourire là, vient réchauffer. Puis moi, je les appelais mes petits miracles. Là. Quand j'ai accepté que que je vivais une difficulté, puis que c'était le suicide, ma réponse. Là. Moi, là, c'était le suicide à cette époque-là. Et qu'après avoir compris que la vie mérite d'être vécue, bien, des petits sourires ont fait que j'ai commencé à ouvrir, puis à permettre aux gens de venir vers moi. Et là, il y a des gens qui sont là, on ne les voit pas, mais ils sont là. Sinon, il y a des inconnus qui se donnent comme mission de sauver des vies, de soutenir des vies. Alors, il y a des organisations. Je me suis associée à des organisations, à des coachs, à des individus, à des personnes qui ne me connaissent pas, mais qui ont des outils pour m'aider à traverser une situation. C'est un très bon conseil. Oui. Oui. Puis, dans ton quotidien, quand tu as besoin de te grounder, parce que le métier que tu fais quand même te met en contact avec beaucoup de souffrance et de douleur, qu'est-ce qui te permet de te grounder? Certaines choses, puis sont hyper importantes. Le rire. Après une journée difficile, c'est important pour moi de rire. Quand j'ai laissé puis accepté la peine, là, le pleur puis la tristesse, il faut que je rie. Puis j'ai besoin aussi d'avoir un petit moment à moi tout seul où je me connecte avec mes perles. Je fais du perlage. Okay. Depuis 2 ans, je ne faisais pas ça avant. Et les perles, chez certaines nations autochtones, c'est précieux. C'est comme des enfants, on échappe une à table et on la ramasse, peu importe, dans un avion, un train, une voiture où on le fait. Mais c'est cette connexion-là avec moi-même. À la fin, là, je réalise que c'est tout simplement, je me pique des fois. Je sens que je suis pas de bonne humeur, je suis stressée, il y a de quoi qui me dérange. Bien, elle me dit, gars, arrête de me manipuler, là. Règle ce que tu as à régler, puis viens me retrouver. Fait que, tu sais, c'est ce que je fais. D'autres, j'ai remarqué, j'ai posé la question à des amis, bon, ça va être la lecture, ça va être une marche.
ben moi, c'est clair pour moi, c'est vraiment les perles. Et depuis 1 an, je dois absolument faire l'exercice pour mon dos. Puis je viens de réaliser comment l'exercice, puis quand il est bien fait, je suis beaucoup plus calme puis sereine. Donc, ces 2 choses-là sont importantes dans ma vie. Puis les petits colleux de ma famille. Ah, bien sûr, parce Ouais, que tu as 5 enfants. Oui, Oui. oui, Tu oui, peux nous oui. en parler un peu? J'ai 2 beaux grands garçons. Un qui habite à Vancouver, à Moon, qui a 25 ans ou à peine 22 ans. Ce matin, je recevais, juste avant d'arriver ici, une photo de l'échographie d'un petit bébé de 5 semaines. Donc, il y avait plein d'émotions. Et mon petit trio que j'ai 1 semaine sur 2, entre le papa et moi, Shishka et Awastia, des jumelles, et Yokwase, le petit dernier, dont 10 ans, les jumelles 11 ans. Donc, c'est soit maman virtuelle, via FaceTime, ou maman à temps plein là, quand c'est ma semaine à moi. OK. Ouais. Puis dans ton rôle de commissaire, qu'est-ce que Mhm. tu trouves le plus difficile dans ce que tu es appelé à réaliser dans ce rôle-là? Bien, c'est le mandat de ma vie. Hein? Je vais être sincère, là, on va avoir été des milliers à pousser pour une justice sociale. Il y a plusieurs façons de faire cette justice sociale-là. L'enquête, c'en est une. Et on est 100 à contribuer là, à chaque jour pour des milliers et des milliers et des milliers de personnes à travers le Canada. Ce que je trouve difficile, c'est le temps qu'on nous a donné pour faire quelque chose d'historique. Je l'appelle un projet de société. Ça, je trouve ça difficile de ne pas avoir assez de temps. Je trouve difficile aussi de demander aux familles de venir s'ouvrir devant nous, puis de ne pas être capable de leur dire notre mandat va permettre de trouver des réponses dans l'immédiat ou à moyen terme. C'est ça qu'elles veulent, les familles. Puis ça me brise le cœur à chaque fois. Alors, c'est de faire de l'éducation populaire auprès d'elles, de leur dire c'est un outil pour changer des choses, mais en termes d'émotion, c'est là que je trouve ça difficile. Parce que les gens cherchent des réponses. Oui, puis c'est normal, ouais. Puis ce que je trouve difficile, c'est de vivre l'émotion en anglais aussi. Ça, j'ai jamais raconté ça à personne. C'est surtout en anglais, l'expérience que je vis. Et quand je communique ou je reçois la vérité avec ces femmes-là, je dois réagir en anglais. Alors, c'est comme rajouter une couche, un filtre entre moi, la vraie personne, ma vraie réaction et la famille devant moi. OK. Et ça, c'est particulier. Puis qu'est-ce que tu reçois comme cadeau de ces entretiens-là ou des familles, justement, qui ont l'opportunité d'être entendues? Tu sais, tu disais tantôt qu'est-ce qui t'avait beaucoup aidé, Oui. c'était de le dire, Oui. de nommer des choses et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu reçois comme cadeau? Leur confiance, parce qu'il y a beaucoup de choses écrites et dites là qui est très négatif à notre égard et au travail qu'on fait. Et puis que ces femmes-là, c'est quand même pas loin de 2000 personnes qui ont osé braver là, l'aspect négatif qui est véhiculé, puis de venir s'asseoir, puis quand ils disent « Moi, j'aimerais ça que ce soit la commissaire Odette qui soit en avant, c'est une membre d'une famille aussi, ou j'ai connecté. » Puis d'autres fois, merci aux 4 d'être là. Puis moi, il y a comme un tunnel qui se crée avec cette personne-là. J'entends plus rien, je vois plus rien. Il n'y a plus rien qui existe. Puis c'est comme si c'était un film. Puis elle me laisse vivre sa vie avec elle. Ça, pour moi, là, c'est immense. Ça, c'est le cadeau. Et à la fin, l'accolade qu'elle accepte de me donner après. Après ça, on reste amis sur Facebook. C'est ça, Oui, c'est ça, c'est bon. pour voir comment elle va. Puis, ouais. Avec le contact humain, donc de vraiment Fondamental. s'autoriser d'être des humains. Oui, oui, oui. D'être parfaitement imparfait. D'être humain. D'être plein d'espoir, plein de solutions, assis devant toi, avec toi. Puis ton histoire de vie, j'imagine, aussi inspire ces personnes-là. Je ne sais pas, je ne leur partage pas vraiment. Non? Non, parce que je leur dis, là, quand elles viennent devant moi, là, je suis votre outil pour envoyer un message clair à Ottawa, au Québec, quand on est au Québec ou dépendamment de la région. Je suis un outil. Je ne vais pas changer votre vie, mais je vais faire des petits pas avec vous. Fait que
Puis certaines vont, oui, tu as raison. Certaines vont dire, je t'ai vu, je t'ai entendu, ou je vois comment tu es, j'aime ton énergie, j'aimerais ça être comme toi. Non, tu n'as pas besoin d'être comme moi. Oui. Juste être toi, ça va être le plus beau cadeau que tu peux te faire. Puis je pense que c'est ça que les gens accueillent à l'intérieur d'eux aussi, c'est que tu leur permets d'être totalement dans leur histoire, puis quand tu connectes avec eux, qu'ils puissent justement ne pas sentir le jugement d'avoir à être quelqu'un d'autre. Donc, c'est beau ce que tu dis, ça oui. D'être en relation. Ça doit être ça, oui. Puis qu'est-ce que tu penses que l'enquête va permettre d'accomplir? L'enquête va continuer un processus de guérison collectif. L'enquête va permettre d'ébranler de vieilles institutions qui ont une culture, comment on fait les choses avec les Autochtones, comment on impose les choses avec les Autochtones, ou comment on va réagir quand c'est une femme, pas juste autochtone, mais une prostituée, une travailleuse du sexe, une personne qui est prise dans l'industrie du sexe ou le trafic humain. Souvent, des policiers à travers le Canada vont avoir une attitude pas prioritaire. C'est elles qui sont pénalisées puis criminalisées. On dérange, là. Les policiers sont en train de refaire les choses différemment. Ça, je pense qu'on va amener une contribution, parce qu'on n'est pas les premiers et les premières. Et dans 20 ans, il y a quelque chose de solide en moi qui dit, on ne va pas parler des démissions ou comment c'était tout croche, mais on va dire, hey, les lois ont changé. Peut-être qu'ils ne diront pas à cause de l'enquête ou grâce, mais moi, je sens à l'intérieur qu'on a semé quelque chose qui porte fruit. Donc, tu as l'impression que tu es en train de créer une émergence, une prise de conscience, quelque chose d'important. Oui, avec beaucoup de monde, oui. Oui. Puis si tu avais à donner un conseil sur la résilience, ce serait lequel? Dans mes mots à moi, je dirais, il faut s'accepter, s'accueillir, se pardonner. Puis les gens autour ou la situation ou les situations qui nous ont blessés ou qui continuent de nous blesser, on n'est pas obligé de pardonner, mais on n'est pas obligé de rester là-dedans non plus. Et citronnette, non. Il y a tellement plein de choses autour. Puis quand on accepte des voir, ça nous rend fortes. Puis moi, c'est ce qui m'a rendue résiliente. Il y a une violence latérale atroce, elle ne m'appartient plus. J'ai le contrôle puis le pouvoir de mon petit être. Ce petit bout-là, c'est à moi. Puis je le protège. C'est ce que je dirais aux gens. Merci beaucoup. Très généreux. Ça me touche beaucoup. Merci d'avoir accepté de te joindre à nous à cette émission qui, justement, on veut sensibiliser les gens à développer leur résilience et l'intelligence émotionnelle. Je suis honorée que tu aies accepté cette invitation-là. Quand je t'ai croisée, vraiment, tu as été très accueillante, généreuse, et puis ça l'a connecté tout de suite. Donc, merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Bien, c'est un honneur pour moi.